Bonjour à tous, bonjour Bernard. Bonjour. Les traitements qui restaurent le microbiote, c'est le thème de notre nouvelle émission Santé Plus. Avec nous, Mohamed Moti. Bonjour professeur. Bonjour madame. Vous êtes professeur d'hématologie à l'Université de Paris-Sorbonne et chef du service d'hématologie clinique et des thérapies cellulaires à l'hôpital Saint-Antoine à PHP à Paris. Vous êtes donc quelqu'un de très occupé, mais vous avez sûrement pris connaissance de la situation politique actuelle. On est en une période électorale. Est-ce que les préoccupations des médecins du domaine de la santé en général, de l'hôpital, ont été prises en considération par les différents candidats? Écoutez, je ne suis pas persuadé que j'ai la bonne ou mauvaise réponse à cette question. Naturellement, chacun prêche pour sa paroisse. Et en ce qui me concerne, je pense qu'on ne fait jamais assez au service des malades. Il est vrai que la population vieillit, les problèmes de santé ne font que s'accumuler, les progrès médicaux sont immenses et naturellement, nos sociétés, que ce soit en France ou ailleurs, doivent se préoccuper des problèmes de santé. Donc pour moi, la réponse, on n'en fait jamais assez pour être franc avec vous. Vous parlez de progrès, vous êtes justement positionné, enfin vos recherches, sur un secteur très porteur qui sont les traitements à partir du microbiote. On revient un petit peu en arrière, c'était dans les années 2010, c'était l'INRAE avec Duško Erlić et son équipe qui avait réussi, qui avait compris que les bactéries intestinales qui tapissaient l'intérieur du tube digestif, ils avaient compris qui elles étaient, enfin que c'était différent pour chaque personne. Est-ce que vos travaux s'inscrivent dans cette lignée des travaux ultérieurs des années 2010 ? Oui, tout à fait. Vous le résumez très très bien, même si je n'ai pas la prétention de dire que j'ai apporté beaucoup de choses dans ce domaine. Mais il faut imaginer que cette histoire du microbiote, c'est-à-dire qui est en quelque sorte un immense organe, c'est tous les milliards de bactéries et d'autres microbes en fait qui résident dans notre tube digestif, dans notre intestin, ont été négligés pendant très longtemps. Sauf que on peut retrouver dans l'histoire, vous savez, l'histoire de la soupe jaune chinoise il y a 4000 ans, c'est quoi? On mélangeait un peu de matière fécale pour essayer de soigner des malades, vous voyez, il y a 4000 ans. Donc aujourd'hui, bien évidemment, à l'ère de la médecine moderne, ce qu'on est en train de faire, de travailler, d'essayer de comprendre comment une masse énorme de bactéries qui résident en nous, qui cohabitent avec nous, comment peut-on imaginer un instant que cela ne puisse pas interférer avec la santé et la bonne santé ou la mauvaise santé d'un individu. C'est ça le point de départ de tous nos travaux et en tout cas de mon intérêt en tant que clinicien avec mon équipe en disant pour faire bien ce que l'on fait, et ce que l'on fait, c'est soigner des cancers du sang, des leucémies, des cancers du ganglion, les lymphomes, des cancers des os, les myélomes. On les soigne avec des chimiothérapies, des radiothérapies, des molécules ciblées. Et bien, se dire, ils reçoivent ces traitements, on a ce microbiote, ne peut-on pas mobiliser le microbiote pour agir en concert, en synergie avec ces traitements? C'est ça le principe fondateur de ce que l'on fait. Ce d'autant plus qu'effectivement nos travaux ont montré que ce microbiote est altéré en fait chez les malades. Donc vous voyez, il est altéré, il y a la maladie. En réalité, il faudrait, pour remettre les choses en ordre, il faut corriger les deux. Alors quand vous dites que c'est important, par exemple ça représente un volume, un poids important dans le corps, ce microbiote? C'est énorme, c'est énorme, c'est plusieurs kilogrammes. Si vous pesez tout ça, c'est des milliards et des milliards. Le microbiote, la matière fécale, on en génère tous les jours. Vous voyez, quelle est la taille d'un tube digestif? C'est des mètres et des mètres, vous voyez. Et cet organe-là, presque, je dirais, était un peu négligé, en tout cas. Et aujourd'hui, il est à nouveau à l'honneur parce que, justement, et heureusement, on a peut-être maintenant des traitements qui vont permettre de réparer
ce microbiote et contribuer à la guérison de certaines maladies. Et alors, juste une autre question pour suivre, si vous permettez, Christine. Il y a sûrement des produits chimiques que l'on prend sans savoir si, ou maintenant on le sait, mais avant on ne savait pas qu'ils attaquaient également le microbiote et donc qu'ils étaient nocifs pour le microbiote. Est-ce que maintenant la recherche, avant de donner des antibiotiques et d'autres médicaments, tiennent compte de l'existence du microbiote? Absolument, votre remarque est très pertinente, puisque ce microbiote intestinal, en tout cas sa normalité, ou en tout cas son contenu, sa composition, et on parle beaucoup de richesse et de diversité, puisqu'il faut qu'il soit riche et varié, elle est liée à tout ce qu'on peut ingérer. Et ce qu'on peut ingérer, ça va du verre de vin, d'alcool, jusqu'au burger, en passant par les pois chiches, et en passant par les médicaments. Et en gros, par exemple, pour citer des cas extrêmes, les antibiotiques qui sont largement utilisés, qui sont un progrès énorme depuis le début du siècle, il ne faut pas se voiler la face, sont une source d'altération du microbiote extrêmement importante. Pourquoi ? Parce que les antibiotiques, par définition, sont faits pour tuer, éliminer telle ou telle bactérie. Or, comme en fait le microbiote sain doit être varié, doit être riche, par définition, vous avez une harmonie, un équilibre entre les différentes composantes. Et cette richesse, cette diversité, vous pouvez la renforcer. Aujourd'hui, si vous augmentez l'alimentation riche en fibres, c'est beaucoup mieux que de manger des frites et des steaks. Et par exemple, quand vous regardez l'alimentation de la population nord-américaine, qui est très pauvre en fibres, le microbiote est très peu diversifié. À l'inverse, les populations africaines, les populations asiatiques ont des microbiotes extrêmement riches. Pourquoi ? Parce que l'alimentation, elle est très riche en fibres, en végétaux, et tout ça. Vous voyez, on a quelques enseignements à prendre de la diversité de nos populations sur le globe, et c'est très important. Justement, le microbiote, il est différent pour chaque individu. Donc, comment vous faites, vous qui avez mené des essais cliniques sur un nouveau médicament qui est fait à partir de matière fécale et qui est contre la maladie orpheline du greffon contre l'hôte, c'est CVH, c'est bien cela ? La GVH. GVH. Comment vous faites pour avoir un même médicament avec des microbiotes différents et qui ont, des déséquilibres différents également. Alors, pour bien clarifier la question pour nos auditeurs, parce que j'imagine qu'ils ne sont pas tous spécialistes de la greffe de moelle et de la GVH, il faut savoir que vous prenez un malade, par exemple, qui a une leucémie aiguë, maladie terrible, et ce malade va être traité avec de la chimiothérapie. Je crois que ça, c'est connu, c'est facile à comprendre. Mais en plus, cette chimiothérapie qui est indispensable, si vous voulez guérir votre malade, on ne peut pas y échapper, on ne peut pas dire, tiens, je vais faire autre chose, va induire une baisse, elle va s'attaquer aux cellules du système immunitaire. Le malade va faire des infections. Donc il va recevoir des antibiotiques. Donc la conjonction chimiothérapie-antibiotique va en fait, en gros, altérer, voire détruire votre microbiote intestinal normal. C'est ce qu'on appelle dans le jargon médical la dysbiose. Dys pour dire dysfonction, et biose, c'est l'équilibre intestinal dont on parlait il y a 30 secondes. Et donc, qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand ce malade leucémique va recevoir une allogreffe de moelle osseuse, puisqu'on sait, vous avez la moelle osseuse qui est leucémique, pour guérir le malade, il faut changer la moelle. Je fais des raccourcis, mais je crois que ça suffit pour comprendre, c'est le concept. Et on sait que après cette allogreffe, il peut y avoir un conflit immunitaire, une réaction entre le donneur et le receveur. Vous voyez, communément, les gens parlent de rejet.
Donc c'est un peu ça, cette histoire de GVH. GVH, c'est en anglais le sigle réaction du greffon, donc le donneur, contre l'hôte, contre le receveur. Or, les données récentes qu'on a depuis une dizaine d'années montrent vraiment de manière robuste que le microbiote intestinal contribue activement à cette réaction délétère. En gros, c'est un peu mettre de l'huile sur le feu. Si vous arrivez à corriger ce microbiote, ben vous restaurez, vous corrigez, vous guérissez cette maladie. Et là, ça m'amène à la première partie de votre question. Et effectivement, ce qu'on a fait, ce qu'on continue à faire, c'est le développement de médicaments, cette fois-ci, c'est vraiment un véritable médicament, à partir d'un pool de matières fécales, qui sont sélectionnées, bien sûr, selon des règles et des normes pharmaceutiques extrêmement stringentes, et qui se transforment soit en capsules, donc un comprimé, soit en lavement médical, que vous administrez aux malades, et en quelques jours, on a vu des résultats spectaculaires. Et ça ouvre un boulevard de progrès, non seulement pour cette fameuse GVH que vous citez, mais pour plein d'autres maladies. Et aujourd'hui, le champ d'application de ces traitements qui visent le microbiote peut toucher tous les cancers, non seulement hématologiques, c'est-à-dire de la moelle osseuse, mais aussi les cancers solides, les cancers du poumon, les cancers des intestins, les problèmes allergiques. Il y a même des problématiques psychiatriques qui pourraient être potentiellement candidates, des maladies neurologiques. Enfin, le champ, en fait, on n'est qu'au début de la préhistoire de la microbiothérapie, si j'ose dire, avec les matières fécales. Et les maladies auto-immunes également. Absolument. Et aussi les MICI, ce qu'on appelle la Alors, rectolite et l'hémorragie. là, vous faites référence aux maladies inflammatoires de l'intestin, où là aussi, il y a des preuves robustes qui montrent qu'effectivement, il y a une altération du microbiote, de la dysbiose. Donc, si vous corrigez, vous pouvez corriger. Alors, bien évidemment, tout ça, c'est assez sophistiqué, assez complexe. C'est pas noir-blanc. Il faut quand même être précautionneux. Et tout cela doit se faire dans le cadre de protocoles de recherche clinique, parce que si on savait que tout marchait, il n'y aurait peut-être pas besoin de chercher, il suffit de faire. Vous voyez, donc je le précise parce que bien évidemment, il faut pas non plus donner de faux espoirs aux malades qui peuvent nous écouter, nous regarder. Tout cela se fait dans un cadre de développement médical rigoureux et j'encourage les malades de poser la question à leurs médecins s'ils peuvent être éligibles à des protocoles de recherche dans ce domaine. Mais alors, est-ce que les médecins de ville, enfin le médecin qu'on a de base, est-ce qu'il est déjà formé justement aux applications de ces médicaments à base de microbiote? Alors, je ne peux pas répondre à la place des médecins de ville et des médecins de famille s'ils sont formés. Ce que je peux vous dire, c'est que de plus en plus, il y a une prise de conscience extrêmement importante au sein de la communauté médicale. Et parmi toutes les spécialités, que ça va de la médecine générale jusqu'à la gastroentérologie, l'hématologie, la cancérologie, tout ce que vous voulez, les maladies auto-immunes, la médecine interne, il y a une prise de conscience que on peut manipuler, on peut moduler le microbiote pour traiter certaines maladies. Et là, donc, vous, sur cette maladie orpheline du greffon contre l'hôte, actuellement, vous êtes toujours en essai clinique et vous faites partie, vous êtes l'un des investigateurs, comme on dit, donc des responsables de ces essais cliniques. Et pourtant, en France, peut-être contrairement en Afrique où on a beaucoup de téléspectateurs, certains patients ont déjà accès à ce médicament via un accès précoce. Comment ça se passe et comment ils peuvent en avoir déjà? Est-ce que vous avez vu des résultats vraiment probants? Est-ce qu'ils ont été guéris avec ces... Vous faites bien de souligner. En fait, on a d'abord commencé avec des protocoles cliniques, parce que c'est le principe même du développement d'un médicament, parce que ça permet de faire les choses dans un cadre éthique, dans un cadre réglementaire, et ça protège les malades, bien évidemment. Mais au regard des premiers résultats qu'on a observés, qui étaient très prometteurs,
les autorités en France ont permis un accès précoce, qu'on appelle. Donc, c'est-à-dire, en dehors d'un protocole, un malade qui en a besoin parce que son état de santé le justifie, peut en avoir parce que tout le monde ne se retrouve pas dans un centre qui a le protocole, etc. Alors, qu'en est-il des malades à l'extérieur, c'est-à-dire en dehors de la France, qu'ils soient en Afrique, en Europe, enfin ailleurs, hein, c'est pas spécifique, c'est au cas par cas. Et je sais qu'il y a eu des demandes de pas mal de pays, de centres à l'étranger pour des malades qui ont pu être satisfaites. Après, vous le savez, dès qu'on traverse les frontières, les réglementations peuvent être un peu plus compliquées. Mais en tout cas, ce que je puis vous assurer, c'est que sur un plan médical, quand on nous fait la demande, on fera le maximum pour qu'un malade, où qu'il soit, puisse avoir accès, puisque on est là au service des malades, essayer de les tirer d'affaire, et ça n'a pas de frontières. Est-ce qu'il y a une relation ou des relations entre le microbiote et le cerveau, et comment est-ce que ça fonctionnerait si c'était le cas? Très bonne question. La réponse courte est oui. Je ne suis peut-être pas le meilleur expert pour vous dire comment ça fonctionne, mais il y a clairement dans la littérature des données, et puis sans aller vers la littérature scientifique, il y a beaucoup de gens qui se réveillent le matin et en fonction de leur état digestif, vous voyez, leur humeur, leur cerveau ne fonctionne pas bien. Donc vous voyez, le bon sens aussi, parfois, est extrêmement solide. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Parce que vous êtes sur cette maladie orpheline, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer que ce soit après utilisé ce type de médicament à partir du microbiote pour d'autres cancers? Vous disiez tout à l'heure, est-ce que ça peut être bientôt, enfin, d'autres essais cliniques? Et dans quels autres cancers? Quels sont dans les jours, les semaines qui viennent, un peu l'actualité dans ce domaine? Le bientôt est déjà aujourd'hui, en fait, pour répondre à votre question. Aujourd'hui, au-delà de la maladie du greffon contre l'hôte, on a des protocoles, par exemple, dans la leucémie aiguë. On a des protocoles dans le mélanome qui sont en cours, le mélanome malin, hein, le cancer de la peau. On a des protocoles en cours de développement dans le cancer pulmonaire. Aujourd'hui, alors je ne suis pas spécialiste du cancer pulmonaire, mais en tout cas, une chose est certaine, c'est qu'il y a des protocoles en cours de développement. Après, c'est aux spécialistes de peaufiner les critères précis qui peut en bénéficier ou pas. Mais comme je le disais il y a quelques minutes, on a un champ énorme d'investigation. Aujourd'hui, ce qui manque, ce sont en fait les ressources et le temps, parce que je crois, vu les données qu'on a sur l'implication du microbiote dans la genèse, mais aussi dans peut-être le succès ou l'échec de beaucoup de traitements, on peut imaginer que tout peut être testé. Bien évidemment, il va falloir faire des priorités. Je suis hématologue, donc je m'intéresse beaucoup plus à la partie hématologique, mais je suis sûr, demain vous interviewerez un oncologue du cancer pulmonaire, il vous parlera plutôt dans ce sens-là. Alors cette recherche sur le microbiote se fait certainement pas seulement en France, dans de nombreux pays. Est-ce que c'est une recherche en partenariat et quelle est la place de la France ? Oui, alors bien évidemment, les collaborations scientifiques depuis très longtemps ne connaissent pas les frontières. Hein. Et puis on n'attend pas on va dire la géopolitique pour collaborer scientifiquement. C'est pas comme le Covid. Non. Donc on a effectivement des collaborations extrêmement importantes. D'ailleurs, les protocoles auxquels je fais référence, ce sont des protocoles internationaux. Hein. C'est pas spécifique à la France. Alors moi, effectivement, je dirige les protocoles en France, mais en fait, les protocoles sont ouverts en Allemagne, en Espagne, en Italie et ailleurs. Donc les collaborations sont très fortes. En réalité, chacun, les experts, les spécialistes, les équipes qui travaillent dessus, amènent, je dirais, au pot commun
les données qui sont générées, et ces données vont être exploitées, vont être mises à profit au service de la recherche et de ceux qui en ont besoin. Je crois que la particularité, et ça c'est pour répondre à votre question sur la partie française, c'est vrai qu'en France, je pense qu'on est très en avance par rapport à d'autres pays, puisque on a des biotech, des entreprises qui ont eu une vision, hein, qui ont un peu anticipé ces éléments et qui sont on the lead, comme on dit. Justement, ces biotech françaises, elles ont besoin de donneurs parce que ces médicaments sont faits à partir de matières fécales, comme vous le disiez tout à l'heure. Comment ça se passe concrètement pour recueillir ces matières fécales et après les transformer en médicaments et les administrer à vos patients? Alors là, on pourrait passer quelques heures hein, si je dois vous expliquer tout le processus. Mais il y a bien évidemment un appel à des bénévoles hein, pour donner leur matière fécale. Hein. Mais il y a des critères, comme je le disais, extrêmement stringents puisque, bien évidemment, ces bénévoles, ces donneurs vont être screenés pour plein de critères, des antécédents médicaux, des problématiques de virus. Ce qu'ils mangent aussi peut-être Alors bien évidemment, on va vérifier effectivement si le bénévole potentiel donneur nous dit « moi je ne vis que de frites tous les jours » ou de burgers, peut-être on va se poser quelques questions. Mais en tout cas, tout ça, ça va être analysé. Bien évidemment, vous partez d'un très très grand chiffre, un grand nombre, et à la fin, vous avez un petit chiffre. Et la particularité de ce que l'on fait et du développement des médicaments, c'est que c'est poolé, c'est que vous mélangez ensemble à la fin ces matières. Et ça, c'est extrêmement important. Est-ce qu'on peut voir peut-être l'illustration? On voit toutes les différentes sortes de matières fécales à l'écran. Absolument. Ouais. Voilà, regardez. Ça permet, vous voyez, ça c'est le cas d'un malade et on voit bien le panel de richesse des bactéries et bien évidemment le but des traitements qu'on fait et des médicaments qu'on développe, c'est d'être extrêmement riche. C'est-à-dire, parce que quand on parle ça représente toutes les bactéries différentes qui... Ça, c'est un malade donné, ça, c'est un cas précis, hein, c'est pas une moyenne générale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, en principe, vous et moi, aujourd'hui, on suppose on a un microbiote normal. Or, la notion de normalité, elle a un intervalle, vous voyez, ça va, c'est comme un peu la taille. On peut vous dire, vous avez une taille normale, mais vous pouvez mesurer 1m60 comme vous pouvez 1m85. Vous voyez, il y a toute la panoplie. Et bien c'est pareil pour le microbiote. Et la particularité des médicaments qui sont développés, qu'on développe, en poulant ça, vous vous rapprochez en fait de la richesse extrême. Et ça, c'est très important. Ça veut dire, en fait, vraiment, vous développez, vous combinez dans le même médicament tout ce qui peut exister comme bien, comme normal, chez plein de microbiotes normaux, de gens normaux. Ça permet d'être efficace pour tout le monde, c'est ça? C'est le but. En tout cas, c'est notre espoir. Et qu'en est-il des brevets? Est-ce qu'on peut déposer des brevets sur ces recherches que vous faites? Ou comme c'est transnational, tout le monde les dépose? Comment est-ce que ça fonctionne? Alors bon, c'est un domaine assez sophistiqué et spécialisé, technique, qui me dépasse. Hein, mais bien évidemment, oui, bien sûr, il y a des brevets. Alors bien évidemment, on ne va pas breveter la matière fécale, c'est pas ça. Mais après, vous brevetez des recherches, des méthodes, comment transformer telle ou telle bactérie, comment mélanger, tout ce qu'il y a autour, le savoir-faire, oui, bien évidemment, tout ça, ça génère cette connaissance-là. Après, si des entreprises investissent là-dedans, c'est normal qu'il y ait une protection de la propriété intellectuelle qui est générée. Et là, ce sont effectivement des sociétés de biotechnologie comme MaaT Pharma qui développent ce médicament, qui brevettent et qui travaillent avec la recherche publique, en l'occurrence vous, à l'hôpital et à l'INSERM Oui, absolument. MaaT Pharma fait partie de ces biotech leaders en France, basés à Lyon, dont une partie de la recherche est issue en fait de la recherche publique, donc c'est une collaboration avec le public. Une partie des protocoles sont menés avec effectivement les hôpitaux publics. C'est un excellent modèle, exemple, comment public et privé
peuvent s'allier au service d'une cause. Et là, la cause, elle vaut le coup. C'est quand même guérir un maximum de malades qui, jusque-là, ont des maladies incurables, sans espoir. Et je trouve ça fantastique. Ça, absolument, c'est fantastique. Et l'émission est venue à son terme. Je dois vous remercier, professeur Moty, d'avoir bien voulu accepter notre invitation à Christine et moi. Et je rappelle que vous êtes non seulement professeur d'hématologie à l'Université de Paris-Sorbonne, mais également chef du service d'hématologie clinique et thérapie cellulaire à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, à PHP. Et compte tenu de votre emploi du temps extrêmement chargé, je renouvelle nos remerciements. Merci à vous pour votre invitation et bravo. Et c'est très important, je crois, que d'informer la communauté des spectateurs, des auditeurs de tous ces progrès porteurs d'espoir, parce que je crois, plus on est optimiste, plus on a de l'espoir, plus ça va donner du punch à nos malades. Merci professeur et merci à vous d'avoir suivi cette émission. À bientôt.